Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir pour un nouvel épisode une personne un petit peu particulière qui s'appelle Laurent Broye. Bonjour Laurent. Salut Florent. Alors, merci Laurent d'être venu de Marseille jusqu'à Rennes pour cette interview. Alors je triche un peu parce qu'en fait Laurent a aussi des origines bretonnes. Je suis rennais et effectivement, j'étais déjà en vacances ici. Voilà, donc j'ai profité de tes vacances pour te rencontrer et échanger avec toi. Alors, à toutes et à tous, Laurent va se présenter, mais c'est quelqu'un d'assez particulier pour moi parce qu'on a toujours travaillé ensemble dans pas mal d'aventures. Quand je travaillais chez Groupama, tu m'accompagnais avec l'école du recrutement. Et puis quand j'ai envie de créer ce podcast, je me suis posé et puis je me suis dit qui je pourrais contacter, qui pourrait m'accompagner dans la création de ce podcast. Eh bien c'est Laurent qui avec Inspire Média m'a accompagné et c'est grâce à Laurent que vous pouvez effectivement nous écouter. Bon bref. Et j'ai souhaité interviewer Laurent parce que Laurent part dans de nouvelles aventures professionnelles. Il va nous raconter tout ça autour du recrutement, un secteur qu'il connaît très très bien. Bon Laurent, est-ce que tu pourrais juste te présenter, nous raconter un peu ton histoire, qui tu es et où est-ce que tu en es aujourd'hui? Oula, ça fait beaucoup de questions en une. On va y aller tranquillement. Ça fait beaucoup de questions en une. Pour me présenter, ça fait 15 ans que je bosse dans le recrutement, bon an, mal an. Et ça fait les 2 dernières années où j'ai fait une petite pause créative, parce que je fais à la fois du podcast avec Il était une fois entrepreneur et du théâtre, puisque j'ai mis des entrepreneurs sur scène dans un théâtre, donc vraiment deux activités très différentes. Et depuis 1 mois et demi, j'ai lancé une société, une agence spécialisée en production de contenu pour les pros de recrutement qui s'appelle Les Talents Narratifs. Voilà, j'ai fait très simple, tu vois, je suis allé à l'essentiel. Et je suis le fondateur de Link Humans qui est devenu l'école de recrutement. Ouais, tu pourrais nous raconter un petit peu tout ça parce que comment est-ce que tu es tombé déjà dans le monde du recrutement? Je suis tombé dans le monde de recrutement quand j'étais à Londres en 2007. Et en 2007, quand tu es à Londres, le plus simple quand tu cherches du boulot, c'est le recrutement parce que c'est probablement un des secteurs qui est le plus dynamique à Londres. Tu as fait une formation RH avant? Non, oui, si, je te dis des bêtises. J'avais fait une formation RH en école de commerce. Qui t'apprend pas le recrutement? Non, qui m'apprend pas du tout le recrutement. J'avais totalement oublié cette formation, tu vois. Et j'ai fait 4 ans de psy après, avec un petit voyage au Brésil pendant 3-4 ans entre les deux. Et effectivement, j'ai fait des formations. Après, j'ai fait de la formation, beaucoup de formations pendant des années. Et je suis tombé dans le recrutement parce que j'étais à Londres et que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Et c'était le métier le plus simple à faire à ce moment-là. Et du coup, j'ai rejoint un cabinet de recrutement classique où j'avais mon casque, un peu comme toi là dans le podcast, où j'ai été évalué. Il fallait que je fasse 50 appels tous les jours. Sinon, si on était en dessous de ces 50 appels, ça pouvait poser quelques problèmes. Donc 8h30, 17h tous les jours, mes 50 appels avec 50 appels. Je vous dis un truc de mémoire, il fallait que je fasse 3-4 placements par semaine, donc alors peut-être pas autant, mais je me rappelle plus, mais il y avait vraiment un tunnel de conversion qui était à l'école anglaise du recrutement qui est horrible. Ouais, c'est clair. Mais c'était très formateur pour le coup, mais je m'y retrouvais pas parce que moi, mon tunnel était plutôt une autoroute qu'un tunnel. J'avais beaucoup moins de chiffres en haut, mais par contre, je convertissais beaucoup mieux parce que j'avais une qualité de split là. J'avais une trentaine d'années à l'époque. J'avais une meilleure conversion en fait dans mes chiffres que genre je faisais pas moins de volume, mais plus de qualité. D'accord. Le mec qui se la pète tout de suite direct. En tout cas, voilà, je faisais moins de volume mais plus de qualité, mais je m'y retrouvais pas. Mais j'ai quand même fait 2 ans dans ce cabinet.
Et après, tu es revenu en France. Et après, en fait, j'ai monté Link Humans à Londres avec un associé en disant « Ouais, regarde, il y a un outil qui est génial que personne n'utilise. » Ah bon? C'est quoi? LinkedIn. C'était en quelle année, là? C'était en 2010. D'accord. Et tu n'utilisais pas Vidéo? Je savais même pas que ça existait en fait. Ah, ok. Ouais, à Londres, j'imagine, ouais. Ouais, alors je me suis inscrit sur LinkedIn en 2005, mais je l'utilisais pas encore très activement en 2005. D'accord. Grâce à Hervé Baumlar, qui était le roi du networking à l'époque, qui m'avait fait découvrir LinkedIn. Et je l'utilisais, mais je l'utilisais pas beaucoup. Et de fil en aiguille, quand j'ai dit je dis, regarde, il y a LinkedIn, j'ai commencé à faire des formations pour mes copains recruteurs dans mon cabinet, ils m'ont tous regardé en rigolant. Et puis là, je dis, on va peut-être faire un business. Et de fil en aiguille, c'est Link Humans qui est né comme ça en 2010. D'accord. Ok. Avec Jørgen Sundberg à l'époque, qui était mon premier associé suédois. Voilà. Ok. Et ensuite, donc, tu crées l'école de recrutement, c'est ça? Comment ça se passe? Alors, Link Humans, après, j'ai fait la version Link Humans française avec un autre associé, puisque à ce moment-là, je voulais quand même revenir en France après 4 années, à Londres. Et on a créé donc avec Jean-Christophe Hanna Link Humans en France. Avec la même idée, donc amener la bonne parole auprès des recruteurs français, qui était de se dire, il y a des nouveaux outils, des nouvelles façons de recruter, allons-y. Et c'était principalement d'ailleurs du sourcing. On faisait beaucoup de formations LinkedIn avec comment utiliser LinkedIn pour le sourcing. Et c'était autant de la formation métier que de l'évangélisation en fait. Ouais, puis à l'époque, il n'y avait pas les licences LinkedIn recruteur, non, etc. Il n'y avait rien. C'était genre, tu y allais, tu étais à poil, quoi. Donc c'était marrant. Non, c'était marrant. Et mon tout premier client, c'était Robert Walters, d'ailleurs. C'est vrai? Ah ouais, ok. Robert Walters, France. Ouais. Joli client, quand même. Ouais, mais c'était énorme. Moi, j'avais facturé ma première formation 1 500 € la journée. J'étais hystérique, quoi. C'était le roi du pétrole, quoi. J'avais l'impression d'être le roi du pétrole, exactement. Et ensuite, tu pars sur une belle aventure avec l'école de recrutement. Donc, Link Humans. Et l'école de recrutement, ça devient en 2018. D'accord. Et voilà, on se lance d'abord avec Jean-Christophe, on se sépare au bout de 3 ans, et moi on repart seul et on lance, donc on fait plein de formations avec Nicolas Galita, que je crois sera, ou a été, ou sera sur ce podcast bientôt. J'espère qu'il sera sur ce podcast ces prochaines semaines. Il va bientôt accepter, ou il a déjà accepté. Et on lance effectivement une formation à distance en s'inspirant très largement d'un concurrent, qui n'était pas à l'époque un concurrent, qui s'appelle Social Talent, qu'on imite et qu'on reproduit un peu ce qu'ils font en France. Et puis ça marche bien. Et voilà, de fil en aiguille, on arrive à 2019. On doit être 12, je crois, en 2019. D'accord. La seule formation en France certifiante au recrutement et qui porte fièrement les couleurs des recruteurs. Tu te rappelles, à l'époque, moi, je me mettais avec mon t-shirt I Love Recruiter, qui était vraiment un message... c'était un message à passer pour dire que le recrutement, c'était un métier qui manquait de valorisation. Et c'est vrai qu'on a commencé à travailler ensemble en 2015. C'est dans les premiers clients à nous faire confiance. Je pense avec Sébarek, avec Laurent Sébarek, que je salue, qui était de se dire, on a commencé avec nos premiers clients, nos vidéos qui n'étaient pas encore super quali. J'ai eu quelques retours à ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, tu étais venu nous chercher assez vite aussi. Même avant, d'ailleurs, je me demande si on n'avait pas travaillé. Non, on n'avait pas travaillé avant. Non, c'était vraiment quand j'étais chez... Ouais, c'était vraiment chez Groupama. RH chez Groupama. Ouais, c'est ça, quand tu étais chez Groupama. Donc voilà, et j'ai quitté après l'aventure, l'école de recrutement en 2021, début 2021. Ouais, ce ne sera pas le sujet de ce podcast, mais effectivement, tu as fait quelques épisodes podcasts qui expliquent effectivement le pourquoi, ce départ. Exactement. Je mettrai quelques liens dans la description de l'épisode pour ceux qui vraiment voudraient en savoir plus. Mais c'est une très belle aventure, l'école de recrutement, ça c'est clair. Et là, effectivement, on se connaît bien. À ma grande surprise, tu quittes le monde du recrutement, et je pense pas je n'ai pas été tout seul qui ont été surpris de te voir quitter. Pourquoi tu as voulu passer à autre chose et découvrir un autre univers? Je pense que c'est une excellente question. En fait, j'avais eu un an difficile, une année difficile, et la boîte a eu des difficultés, on s'en est sorti, etc. Et il y avait eu des tensions. Et moi, j'avais besoin de retrouver de m'éloigner du secteur, en fait. J'avais besoin de me reconstruire, de revoir autre chose qui n'a rien à voir avec ce que je faisais avant,
pour m'aérer. Je sais pas, tu vois, c'est une sorte d'élan créatif, retrouver de la confiance, retrouver du sens, j'avais besoin de m'éloigner en fait. Et le podcast a été un peu une thérapie. Donc, tu as lancé un podcast qui s'appelle Il était une fois l'entrepreneur. Pour toi, il a marché, il n'a pas marché? Quel retour tu fais sur ce podcast? Parce qu'il y a un podcast un peu particulier, il faut que tu racontes. Ouais, alors c'est un podcast narratif où je raconte des histoires avec des acteurs, avec tout un jeu Donc techniquement, on peut dire qu'il a marché parce que je suis sur des chiffres encore aujourd'hui, même si j'ai un peu ralenti la cadence. On est sur des chiffres où j'étais régulièrement dans les top classements podcast, business. Donc à 20 000 écoutes mensuelles, donc tu vois, c'est quand même c'est un beau chiffre. Hein. Plutôt une belle réussite. Mais le truc, c'est que je m'en suis beaucoup servi, je pense, indirectement pour écrire. En fait, je suis passé du statut d'entrepreneur à gestionnaire et puis là, retrouver ce côté créateur où je faisais beaucoup de contenu, j'écrivais sur LinkedIn, etc. Et c'est marrant parce que j'en ai parlé dans ma newsletter personnelle où créer du contenu, en fait, ça m'a fatigué à un moment donné. Je me suis fatigué de passer du temps à créer du contenu et j'ai retrouvé du plaisir à revenir dans les boîtes, tout simplement, à faire avec toi, animer, passer une journée à travailler sur ce podcast. On n'a jamais fait comme ça. Travailler dans des boîtes sur leur lancement de podcast. Donc, j'ai retrouvé du sens aussi à trouver un équilibre, pas seulement être créateur, mais être entrepreneur. C'est-à-dire à la fois la création de contenu, mais en même temps, j'aime beaucoup, moi, quand même, créer des choses, faire du business, voir des clients, être chez les clients. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans ce sens-là. Et ces 2 années de création pure, c'était bien, mais il me manquait quelque chose. D'accord. Et le deuxième élément, c'est que j'ai cherché un modèle économique. Et dans le podcast, c'est vachement compliqué de trouver un modèle économique. J'ai commencé, j'ai 4-5 clients, d'ailleurs que j'ai arrêté pour certains qui n'étaient pas dans ma verticale recrutement. Mais j'ai eu mes premiers clients, on a avancé, j'ai mis des gens dans des théâtres, c'était cool. Mais je pense que j'ai fait plein de choses créatives, mais j'ai pas trouvé en tout cas le modèle économique qui me convenait. Et régulièrement, on me disait « Mais Laurent, ça serait cool que tu me fasses un article, que accompagne-moi, mais dans le recrutement, que tu m'aides à prendre la parole sur LinkedIn, que tu me fasses un podcast. » Donc, je voyais depuis plusieurs mois où on m'appelait du pied pour faire du contenu. Et je me suis dit un jour, en fait, c'est un peu la bonne synthèse entre ce que j'ai fait avant et ce que je fais depuis 2 ans. Créer du contenu pour les professionnels de recrutement, ça a vachement de sens, en fait. Et c'est comme ça que petit à petit, le projet s'est affiné, a pris corps. Et aujourd'hui, c'est vrai que les talents narratifs, c'est devenu mon projet numéro 1. Quoi. Donc, les talents narratifs, ça a 2 mois quand on se parle, ça. À peu près. Ouais, c'est ça, ça a 2 mois. 2 mois quand on se parle, 3 mois quand l'épisode va sortir quand vous allez nous écouter sur les plateformes. C'est quoi la promesse des talents narratifs? La promesse, c'est de donner la visibilité aux recruteurs qu'ils n'arrivent pas à voir, en fait. Souvent, ils sont dans l'opérationnel, ils sont dans le quotidien, ils ont rarement le temps de prendre du recul et dire « Ok, il faut qu'on fasse le post LinkedIn pour dire ça, il faut qu'on écrive des articles pour parler de nous, parler de nous, pas nécessairement, mais en tout cas parler de ce qu'on fait, parler du métier. » Je donne un exemple, on a un client qui est dans une industrie du spectacle et qui prennent le temps d'écrire sur l'industrie du spectacle, qui prennent la parole, tu vois, elle va prendre la parole pour faire un podcast auprès des RH dans le milieu du spectacle. Tu vois, c'est de les aider à trouver à la fois l'angle de la prise de parole et de les aider à produire ce contenu, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs d'ailleurs. Et c'est vraiment de donner la visibilité aux recruteurs, la visibilité qu'ils méritent. Okay. Parce que souvent, c'est un métier où, certes, on a gagné ses galons, mais maintenant, faut le dire, faut se montrer, faut prendre la parole. Et honnêtement, sur LinkedIn aujourd'hui, tu as quoi? Tu as une grosse dizaine d'influenceurs recrutement qu'on voit un peu partout. Mais en dehors de ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent. Ouais, il y a des gens qui communiquent bien. Ouais. Toi, je pense à un Léo Bernard. Je sais pas si tu connais Léo. Ah bah oui, Léo, je connais très bien. Voilà, Léo, que je vais aussi recevoir probablement sur ce podcast. T'as un Pierre Alain aussi. Là, voilà, tout à fait. Ouais. Non, il y a des gens qui sont top pour écrire. Mais alors, j'ai plusieurs questions. Tu parles de recruteurs. Tu parles de qui? Parce que dans le monde du recrutement, tu as des recruteurs dans des entreprises, tu as des freelances.
tu as des collectifs, tu as des cabinets de recrutement, tu as des startups ou des scale-up qui tournent autour du monde du recrutement et de l'emploi, tu as des job boards. Enfin bref, le monde du recrutement, tu le connais largement aussi bien que moi, il est multiple, il est complexe. Qui tu vises? Est-ce que tu vises tout le monde? Est-ce que tu t'es dit, tiens, c'est plutôt ces personnes-là que j'ai envie d'accompagner parce que c'est là où je me sens plus à l'aise? Comment est-ce que tu as construit ou vous avez construit? Parce qu'en plus, je crois que vous êtes deux. Ouais, et on est deux, avec Franck Lapinta, qui était aussi un ancien, plutôt côté entreprise, marketing RH, qui a écrit un bouquin, qui est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup bosser. C'est aussi l'âge, tu vois, tous les deux on est plus âgés, donc on a pris de la bouteille. Et donc la cible, pour revenir à ta question, au départ, on a une cible plutôt prestataire. D'accord. Donc, effectivement, ça peut être ATS, job board, outils de recrutement, mais aussi cabinet. Parce que sur la partie cabinet, il y a beaucoup de gens qui vont peu ou mal communiquer. Souvent, c'est des articles fades, des prises de parole LinkedIn voilà, qu'on voit un peu partout. Donc, prestataire, cabinet. Et en fait, en lançant cette offre-là, j'ai été très surpris parce qu'il y a une troisième cible qu'on n'avait pas du tout imaginée, qui sont les recruteurs en entreprise. Et oui, tu m'étonnes pas trop parce qu'effectivement, je vois bien tous les prestats, tous les partenaires RH et recrutement qui peuvent exister. Ils sont très très nombreux dans le monde du recrutement. Mais je suis convaincu qu'effectivement aussi les recruteurs en entreprise sont souvent au fond de la mine, ils savent pas comment s'y prendre. Des fois, ils n'ont pas d'aide au sein de leur propre organisation et ils ont besoin de se valoriser et de valoriser le métier, leur entreprise. Enfin, comme ça, je le vois en tout cas. Ouais, mais alors du coup, on a 3 prospects très avancés qui nous demandent 2 choses. Et le plus étonnant, c'est qu'ils nous demandent à la fois d'être visibles en externe sur LinkedIn, mais le truc qui est derrière, c'est qu'ils veulent être visibles en interne. C'est qu'en prenant la parole sur LinkedIn, ils sont visibles aussi en interne. Parce que finalement, la valorisation du recruteur, c'est à la fois en externe, mais aussi en interne. Et le fait de prendre la parole sur LinkedIn va les rendre visibles avec leurs propres collaborateurs. Et ça, c'est un effet que je n'avais pas du tout mesuré. Et du coup, ce qu'on nous demande très concrètement pour répondre à ta question, c'est prise de parole sur LinkedIn avec des posts LinkedIn d'une équipe recrutement qu'on va coacher, ou bien prendre la parole sur la page globale LinkedIn de l'entreprise, mais avec une partie édito, recruteur RH, sur la page LinkedIn où tous les vendredis, c'est dédié aux recruteurs. Et c'est à nous de prendre la parole sur cette page LinkedIn ou bien créer de l'article, avancer par exemple, avec une cible candidat où on va essayer de trouver du contenu sur ces candidats-là. Alors là, c'est une réflexion aussi à nous de trouver les bons rédacteurs sur cette thématique-là. Mais en tout cas, c'est une cible que j'attendais pas. Okay. Tu vois, c'est une cible que j'attendais pas avec 2 enjeux, internes et externes. Ok. Tu vois, la subtilité. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que on est sur des équipes recrutement entre 2 et 10 recruteurs, donc des boîtes entre 200 et 300 personnes qui n'ont pas une réflexion marque employeur, mais qui sont dans cet entre-deux, disent mais prenons déjà dans un premier temps la parole et on verra après ce qui se passera, quoi. Ok. Pourquoi tu penses que ces recruteurs d'entreprise n'osaient pas peut-être prendre la parole avant ? Parce que justement, 2 raisons. La première, c'est qu'ils sont vachement regardés. Souvent, les gens de la boîte vont dire « Ah, t'as fait ça ». Il va y avoir une dimension où ils n'osent pas en fait se lancer parce qu'il y a un côté Big Brother is watching you et les autres entités disent « Ah, t'as fait ça ». Mais il y a voilà, donc un, ils n'osent pas. 2, la plus grosse problématique, c'est qu'ils n'ont pas le temps et sont comme je disais tout à l'heure, ils ont la tête dans le guidon et ils prennent pas le temps de se dire « Ah ben on va prendre 1 heure pour préparer nos posts LinkedIn ». Il n'y a personne qui leur dit on va bloquer 1 heure dans l'agenda pour préparer nos posts LinkedIn, pour écrire un article. En plus, les KPI ne sont pas alignés avec cette organisation. Donc, ce qui fait que pas l'incentive, pas la motivation, la peur, pas le temps. On n'a personne qui prend la parole et du coup, un manque de reconnaissance interne et externe. Et ça touche aussi souvent enfin en tout cas c'est ma vision, mais tu as le droit de me dire que tu n'es pas d'accord, à la formation des recruteurs, qui sont souvent issus du terrain, parce que voilà, il y a pas de formation initiale au recrutement, enfin trop peu dans ce pays en tout cas. Et le recrutement, en tout cas moi c'est ma vision aujourd'hui, c'est au-delà de l'évaluation de candidats, c'est du commercial, c'est du marketing, c'est de la communication.
C'est bien sûr de l'évaluation de candidats à une certaine étape d'un process de recrutement. Et je pense qu'effectivement, ce n'est pas là où les recruteurs sont les meilleurs dans un premier temps. Comment est-ce que vous pourriez lutter contre ça ou améliorer ceci en tout cas? Parce que vous allez faire pour eux, mais est-ce que vous voulez faire pour eux? Est-ce que vous voulez leur apprendre à faire? Est-ce que vous voulez pêcher ou apprendre à pêcher? En fait, Je pense qu'il y aura les deux en fait, mon capitaine. C'est qu'à la fois, on leur apprendra à faire et en même temps, comme il y aura probablement, alors souvent c'est le responsable de recrutement qui n'a pas le temps de le faire, on aura une partie où on fera pour et on apprendra à l'équipe à faire. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de prendre la parole, de parler de leur sujet recrutement, etc. Donc on fera les deux, très clairement. Donc tu vas en faire un organisme de formation à terme de talent narratif? J'avais pas vu ça sous cet angle-là. Est-ce que c'est une, je sais pas, ouais, c'est une pour réflexion? l'instant ça pourrait. J'ai pas, parce qu'en fait on fait des formations. On est en train de faire de la formation LinkedIn justement à la visibilité pour les recruteurs. Donc on le fait, c'est quasiment aujourd'hui obligatoire dans notre processus. On a un process talent narratif qu'on est en train d'affiner avec Franck. Audit, recommandation, LinkedIn. Okay. Formation LinkedIn pour mettre tout le monde à niveau. On remet à niveau les profils. On fait entre guillemets des profils pour les nouveaux arrivants, recruteurs, où on a vraiment un profil bien marqué. Donc, tu vois, il y a tout un funnel de choses obligatoires à faire parce que souvent, si dans la prise de parole, on n'a pas des profils LinkedIn et on n'a pas des éléments communs, inutile de dire que c'est la catastrophe parce qu'au final, si tu prends la parole sur LinkedIn mais que ton profil n'est pas optimisé, ouais, c'est clair. Tu perds ton temps et tu fais perdre ton temps à tout le monde, quoi. Le mec dit bah ouais, t'es visible, mais les gens vont sur ton profil et tu ramènes pas ou les candidats ou les gens vers quelque chose d'autre. Par exemple, chez les prestataires, ça va être de renvoyer vers un Calendly, donc une page de rendez-vous, vers un site. Et l'idée, c'est de transformer un profil pour convertir le trafic que tu vas générer avec tes posts LinkedIn. D'accord. C'est ça l'idée fondamentale. Ok. Et pour les recruteurs, c'est de la visibilité. Donc, soit ta cible candidat, soit ta cible client. Tout dépend de la cible que va avoir le recruteur. Ok. Le monde du recrutement bouge. Il a énormément bougé depuis que tu l'as quitté, entre guillemets, il y a quelques années. Bon, tu l'as toujours suivi de près, hein, même si tu étais moins dedans depuis 2 ans. Mais quelle tendance tu vois, toi, sur le recrutement et sur les profils aussi des recruteurs qui vont être associés au recrutement ces prochains mois, prochaines années? Ouais, tu me poses une question difficile. C'est une question difficile, mais parce que toi, tu connais extrêmement bien cet écosystème, tu l'as vu grandir, tu l'as vu évoluer, tu l'as formé avec l'école de recrutement, tu l'as beaucoup accompagné. En pleine mutation, on a tous vécu 2021-2022 qui étaient des années de dingo en recrutement. 2023 se calme un petit peu, on va dire. On verra 2024, je pense qu'il va pas être foufou, même s'il reste important. Hein. Enfin, faut pas se mentir versus il y a quelques années. Mais si on compare 2023-2024 par rapport à 2021-2022, on sent une petite baisse. Qu'est-ce que tu veux apporter, toi, à la profession, en fait, en faisant ça? C'est 2 questions en une. La première, c'est quoi les tendances? Et la deuxième, c'est qu'est-ce que je veux apporter? Je me fais tacler, là, sur la question. Mais c'est pas grave, c'est bien. Parce que du coup, je vais essayer de répondre à la première et à partir de la première, répondre à la deuxième. La première, on est sur un marché de recrutement hyper paradoxal. On a, et ça c'est très étonnant, on n'a jamais autant signé de CDI en 2023. Alors 2022 et 2023, on est sur des tendances qui sont en termes de recrutement presque légèrement supérieures encore à 2019. Oui. Donc si on regarde des chiffres, structurellement, on est sur des chiffres exceptionnels en recrutement. Alors le marché peut se tendre, mais néanmoins il y a encore des problèmes de compétences. Si tu es cadre aujourd'hui, par exemple à Rennes, tu es sur des taux de chômage cadre qui est autour de 3-4%. C'est ça, oui. Donc c'est-à-dire c'est le plein emploi, n'importe qui est... Voilà. On est sur des taux de chômage sur employés ouvriers un peu supérieurs néanmoins, mais voilà, on est sur une problématique de... Alors, du coup, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte que de façon structurelle, le marché du recrutement va être, pour moi en tout cas, tendu, même s'il va y avoir une petite contraction en 2024, voire 2025, qui va repartir en 2026. Je déteste faire des prévisions, mais pourquoi je dis ça? C'est qu'on a un problème à la fois démographique, de formation, et tous les problèmes qui arrivent depuis des années, qu'on voit arriver, mais de très très loin, avec des gros départs en retraite et à la fois des problèmes dans certains secteurs. Bah là, j'ai un article
hyper intéressant d'un Américain qui pense que la population active aux États-Unis est en train de baisser, ce qui est exceptionnel va baisser dans les prochaines années, ce qui veut dire que le problème de candidats va durer pendant des années. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes de candidats pendant des années. Certes, on aura des petites contractions, mais le problème candidat va durer. La tendance de fond va être là. La tendance de fond, pour moi, elle sera là. Ce qui veut dire aussi que nous, recruteurs, professionnels de recrutement, on devra toujours s'adapter aux candidats et non pas l'inverse. Alors, ce qui est plutôt une bonne idée dans l'absolu, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter aux candidats, mais là, on devra toujours faire des efforts pour être visible, pour être bien formé, pour bien évaluer les candidats, mais tout en les respectant. Donc, tout le travail autour de l'expérience candidat dont on a parlé doit toujours être aussi fort. Les cabinets qui traitent mal le candidat, ceux-là, ils vont avoir des problèmes. Donc, autrement dit, structurellement, on aura des problèmes de candidats et ça, c'est fait pour rester, qu'on le veuille ou non. On mettra dans les notes de l'épisode toutes les références à ça, mais gardez bien en tête qu'on n'a jamais, en 2022, signé autant de CDI, plus de 5 millions, ce qui est un record absolu pour un marché où on n'arrête pas de parler de freelance. Freelance aussi, il y en a, mais les gens, dans un marché tendu, les boîtes se disent, du coup, pour rassurer le candidat, je vais le recruter en CDI. Parce que c'est aussi une façon de dire « Ok, je te rassure, je vais signer un CDI ». J'ai même vu l'autre jour une boîte qui disait « je supprime toutes les périodes d'essai pour aussi améliorer mon expérience candidat et montrer que je m'engage aussi auprès des gens que je recrute ». Donc, il y a vraiment ce travail auprès du candidat qui va être encore plus important à faire dans les prochaines années. Ça, pour moi, c'est un élément structurant pour le marché, pour les cabinets, pour les outils et qui va rester. Et alors, je t'en parle même pas pour les sujets de marque employeur. Et donc, en corollaire, le persona type recruteur, le profil type recruteur évolue, quoi. Ouais, alors on a souvent parlé dans les années précédentes du recruteur commercial, du recruteur marketeur, du recruteur... Ça, c'est un peu des arlésiennes. Dans le sens où on s'attend à ce que le recruteur ait des compétences qui soient multiples. À la fois, tu vois, effectivement, sourceur, mais qui sache utiliser l'intelligence artificielle. Je voyais des gens qui partageaient là sur SourceCon, là, qui était... pas SourceCon, Sosu, voilà, qui était il y a quelques semaines à Amsterdam, où on voit qu'avec l'IA, il n'y a pas grand-chose qui ne sera pas transformé par l'IA, de l'annonce en passant par les messages d'approche. Et le recruteur, justement, devrait avoir plus de temps disponible pour se focusser sur les éléments où il y a le plus de valeur ajoutée, qui est le brief, l'entretien. Tu vois, déjà, si tu as un bon brief, c'est un bon entretien, et évidemment structuré. Je reste sur la ligne qu'on a créée avec l'école de recrutement il y a 4-5 ans, l'importance de l'entretien structuré. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec ces outils-là, on va pouvoir se concentrer là où l'humain a le plus de valeur. Et aussi, et là, je vais prêcher pour ma paroisse, c'est que c'est bien de faire du bon boulot, mais c'est encore mieux si on en parle et si on montre qu'on en parle aux gens en interne comme en externe, qu'on fait du bon boulot, ce qui permettra de faire des choses que j'ai découvert il y a 2 semaines, un responsable recrutement qui est au COMEX d'une boîte. Ah oui, c'est rare ça. C'est extrêmement rare. Déjà, tous les DRH, ils sont pas. Un responsable recrutement qui est au COMEX d'une boîte. Okay. Donc, tu vois, c'est aussi ça. Et c'est une boîte qui est, je crois, une boîte de conseil dans la logistique. Donc, de plus en plus de boîtes se rendent compte, et ça ne va pas s'améliorer, que le recrutement est tellement clé qu'on doit amener la personne qui est responsable à des niveaux de responsabilité où le mec est tellement clé dans la structuration de la boîte qu'on a besoin qu'il soit au COMEX, quoi. Ok. Pourquoi tu zoomes sur le recrutement ? Parce que les talents narratifs auraient pu aller sur d'autres fonctions des ressources humaines. Tu parlais des recruteurs qui ont besoin de communiquer, mais je vois tous les cabinets de conseil RH, tous les coachs, etc. Et tu sais s'il y en a. Pourquoi tu les accompagnes pas ? Pourquoi tu as fait le choix ? Vous avez fait le choix, en tout cas, de pas aller sur ce terrain de jeu plus large au terme RH ? Alors, je pourrais te faire des réponses, 2 types de réponses. La première, passion. C'est-à-dire que moi, j'aime ce secteur-là, je le connais bien. C'est des problématiques que je connais bien et je l'aime, ce métier. Vraiment, c'est un métier que je suis depuis tellement longtemps que et je pense qu'il y a quelque chose à faire côté visibilité, très clairement. Deuxièmement, en termes d'agence, si on
positionne du côté business, ça a vachement de sens en termes de vertical, qu'on convertit mieux, les gens viennent vers moi parce qu'ils savent qu'on comprend leurs problématiques, on est capable d'y répondre, et là, en termes de contenu, on sait quand c'est un bon contenu versus quand c'est pas un bon contenu. Donc, on a cette crédibilité, cette légitimité, ce qui fait que c'est plus facile pour nous aussi de trouver des clients et de travailler avec ces gens-là qu'on comprend, qu'on aime et qu'on respecte. Ok, donc c'est vraiment cette verticale-là Exactement. dans la fonction RH que vous souhaitez adresser. Vous avez des compétiteurs? C'est une bonne question. Parce que j'ai regardé, je me suis dit, j'ai pas trouvé exactement d'entreprise qui faisait exactement la même chose que vous. Alors, donc, comment vous vous situez par rapport à ça? On a des compétiteurs, soit des grosses agences de contenu, ou bien est-ce que Thomas Chardin, Parlons RH, pourrait être dans cette dimension-là, en sachant que lui, il est très spécialisé RH. Alors, je sais, je distingue RH et recrutement. C'est un autre sujet. Mais en tout cas... On pourrait faire un épisode sur est-ce que le recrutement fait partie de la fonction RH. C'est ça. Mais je sens que ça va mal finir, ce truc. Tu vas te faire... c'est bien. Mais en fait, le paradoxe, c'est que ce débat... c'est pas la résolution du débat qui est intéressante. C'est le fait qu'il y ait un débat. Et ça, les gens ne le comprennent pas. C'est le fait de se poser la question qui fait avancer les deux fonctions. Et moi, c'est ça c'est ça dont je me régale. Quand je regarde les haters dans les deux sens, moi, je me régale parce que finalement, la question et les débats qui vont avec sont beaucoup plus intéressants que la résolution de cette question. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et quand tu regardes les commentaires, la réflexion, c'est que ça nous oblige, que ce soit côté recrutement, côté RH, à aller très, très, très loin dans la réflexion et se dire pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la résoudre, en fait, cette question-là. Ok. Donc, si j'en reviens à mes moutons, et en particulier à Thomas Chardin, que j'ai interviewé dans ce podcast, qui était notre premier invité. Parlons RH pourrait être un concurrent, mais je suis même pas sûr. Tu vois, t'as échangé avec Thomas ou pas? Non, ça pourrait être l'occasion d'échanger avec lui. Mais au final, effectivement, je te rejoins. Techniquement, on n'en a pas de concurrent. Alors, sur le plan de business, ça peut être flippant parce qu'on peut se dire s'il n'y a pas de concurrence, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Ou bien parce que personne n'a jamais réussi à réfléchir à cette verticale-là en se disant mais il y a un truc à faire de façon... J'en suis revenu de ce sujet, s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Donc souvent on te dit ça d'ailleurs quand tu crées une boîte, regarde tes concurrents, puis s'il n'y en a pas, c'est interroge-toi pourquoi il n'y en a pas. Et tu vois, je pense à Virgile Ringard de Figures, qui a lancé Figures, je ne sais pas si tu connais cette... Je connais très bien, salut Virgile. Voilà, que j'ai interviewé il y a quelques semaines aussi dans ce podcast, et qui vient effectivement sur le sujet de la comparaison de la rémunération, etc. En soi, il n'y avait pas réellement de marché. D'ailleurs, il l'a créé lui-même, il explique dans le podcast, avec un fichier Excel, avec des potes recruteurs, et puis ils en sont arrivés à créer cette entreprise qui tourne bien aujourd'hui. Et de créer aussi le marché et de faire bouger effectivement les mentalités par rapport à ça. Et je pense que sur le recrutement, qui est un vieux métier, qui existe depuis la nuit des temps dans toutes les entreprises, c'est un métier qui n'a pas beaucoup bougé pendant de nombreuses années, que tu as fait bouger, toi, avec l'école du recrutement. En tout cas, tu as été un initiateur de ce mouvement. Et Jean-Christophe Hanna aussi, voilà, qui a quitté le monde RH, mais voilà, il y en a d'autres. Mais je pense que, en tout cas, c'est ma conviction, on n'est encore qu'au début des changements de la fonction recrutement et de l'importance qu'elle peut avoir dans les organisations où avant c'était éventuellement un stagiaire qui s'en occupait, et puis là effectivement, comme tu dis, des exemples même de responsables recrutement qui est au Comex, donc un véritable changement en fait dans la prise de conscience de l'importance du sujet, quoi. En 5 ans, on a fait les gens ne réalisent pas parce que ils n'ont pas le recul, mais ils ne se rendent pas compte. En 5-10 ans, entre les recruteurs, on était considérés comme des merdes exécutantes. Désolé pour l'appellation, mais on était des merdes exécutantes. On devait obéir absolument à aujourd'hui un métier beaucoup plus valorisé que ce que ça a été. Donc, pour les jeunes générations de recruteurs, pour eux, c'est normal, c'est très bien, mais on part de très très loin. Et ça, c'est il n'y a pas que moi, mais il y a plein de gens qui ont contribué à cette époque-là à faire de ce métier-là ce qu'il est aujourd'hui. Mais ce qui est là le plus aidé, c'est aussi le marché. C'est que, structurellement, on manque de candidats dans beaucoup de métiers. Et que quand... et les attentes candidats quand les entrepreneurs et les dirigeants se rendent compte que
si tu n'as pas de collaborateurs, tu n'as pas de business. C'est le cas dans les ESN, c'est le cas dans beaucoup de boîtes de conseil. Si tu n'as pas le candidat, tu n'as pas le business. C'est aussi simple que ça. Donc, je pense qu'au-delà du travail de fond qui a été fait sur la valorisation, c'est juste le marché qui a guidé la valorisation du recrutement. Et c'est aussi très positif de ce point de vue-là. Du coup, vous créez votre entreprise, tu vas lever des fonds, vous allez recruter beaucoup. On est une agence, on n'a pas besoin. Alors nous, ce qui est intéressant, c'est que la valeur des talents narratifs est dans notre capacité à gérer une équipe de rédacteurs spécialisés en recrutement. D'accord. Ça, c'est hyper important. Qui vont être salariés, qui vont être Non, pour l'instant, on sera sur des freelances, mais on va beaucoup travailler avec eux en confiance. Moi, on me la fait pas à l'envers. Si on écrit de la merde, je vais tout de suite le voir, on va faire des feedbacks. Donc les gens, tu vas les choisir. Oui, je suis en train de... Aujourd'hui, on a 5-6 rédacteurs recrutement qu'on a identifiés, qui sont prêts, qui sont dans les starting blocks avec lesquels on va bosser. Donc moi, ma capacité, ce pourquoi on sera payé, ça sera notre capacité à bien les gérer, à leur donner un cadre et à faire qu'on produise le meilleur contenu sur le marché. Bon, et contenu veut dire, parce que je te connais, contenu veut dire événementiel. Vous envisagez un événement autour du recrutement ? Non, parce que alors il y a une réponse très pragmatique. Tu as toujours fait des événements. C'est vrai. Alors il y a une raison très pragmatique, c'est que j'ai signé une clause de non-concurrence avec l'école de recrutement qui fait que la partie événementielle dans le recrutement, je ne peux pas la faire. D'accord. Donc voilà, donc ça je peux c'est pas une clause toute ta vie. Alors c'est une clause jusqu'à la fin de la session de l'école de recrutement, puisque c'est une vente sur 6 ans. Donc je fasse dans les détails, mais ça doit s'arrêter en 2026. Donc normalement il y aura pas de. Néanmoins ça m'empêche pas de faire des ou de faire avec eux. Ou de faire avec eux, je sais pas. Mais en tout cas, je peux très bien faire un inspire sur scène, en version où je mets des entrepreneurs dans un théâtre. Mais en tout cas, oui, je verrai sans faire des événements, qu'est-ce qui peut remplacer, faire des choses on verra. Ça, parce que les recruteurs ont besoin d'échanger entre eux. Oui. Souvent, tu es isolé. Soit tu es isolé dans ton cabinet, soit tu es selon la taille du cabinet, soit si tu es free, c'est clair. D'où les communautés qui se sont montées autour des recruteurs, comme Gross Hiring par exemple. Gross Hiring. Voilà, tout à fait. Avec Alexis, qu'Alexis a monté. Ils sont 2, je crois, ou 3. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Mais ils sont maintenant, ils doivent être 3000 ou 4000 sur leur Slack. Donc, ce qui est quand même assez. La communauté Slack, les recruteurs d'Amélie et de Benjamin, qui s'appelle Benjamin Jean. Oui. S'ils savaient que j'oublie cette communauté, le Recruiters Kitchen, ça y est, c'est revenu. Donc voilà, il y en a plusieurs. Oui, il y a plusieurs communautés qui se sont montées. Donc on sent bien qu'effectivement les recruteurs ont envie d'être ensemble, de se parler, même s'ils sont en compétition sur le même marché, qu'ils vont recruter des fois les mêmes profils. Et, la compétition peut être saine, je veux dire. C'est pas ça le sujet. Ça a même toujours été le cas de retrouver des communautés qui se rassemblent entre elles. C'est pour ça, si tu vas sur ce terrain de jeu, je me dis te connaissant, aimant les communautés, aimant le collectif, à un moment, ton naturel va revenir au galop. Après, voilà, les aspects juridiques sont autre chose, mais je te vois bien aller sur ce terrain de jeu. Enfin, c'est notamment moi qui est en train de réfléchir au futur de ta boîte. Il faut que je te pose la question quand même. Mais je me dis qu'il y a plein de choses à faire autour de tout ça, bien sûr. pour aider les recruteurs à oser des fois aller plus loin que s'ils s'autorisent à faire par rapport versus les points que tu as abordés un peu plus tôt. Et du coup, je te pose la question, c'est quoi les rêves que tu as pour les talents narratifs ? Vous en avez parlé avec ton associé ? Ouais, pour l'instant, ça serait déjà de faire on a déjà signé 4 clients, donc c'est bien. On a pas mal de prospects dans le pipe, là. L'idée, ça serait probablement d'avoir une agence avec 3-4 grandes chefs de projet, une belle équipe de rédacteurs. Et moi, surtout aussi, j'ai envie de reprendre la parole, donc réécrire des articles. Tu vois, on a une page LinkedIn, là, les talents narratifs, qui s'est lancée il y a 3 semaines, qui est déjà à plus de 400 abonnés en 3 semaines. Juste le fait de partager parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, ce qui est normal. Non, mais après, j'essaye de poster une fois tous les 2 jours, quand même, donc avec des petites prises de parole. Mais voilà, moi, mon idée, c'est de reprendre la parole et d'avoir un peu différent de ce que j'ai fait. Enfin, tu vas prendre la parole sur quoi ? Justement, alors c'est ce que c'est des coups de gueule, Non, alors je sais pas encore. C'est vraiment des articles fouillés sur une thématique. Ok.
Là, par exemple, je suis justement je suis en train de partir sur pourquoi le marché va être un marché de candidats de façon structurelle, avec des D'accord. chiffres, etc. Ok. L'INSEE, le DARES. Ok. Je peux creuser. Je pense que j'essaierai de faire un article de fond sur l'intelligence artificielle parce qu'on voit tout et son contraire sur le sujet. On essaiera de faire des choses peut-être sur les ATS, qui est toujours un des sujets. C'est pareil, c'est l'Arlésienne, les ATS. Hein. Peut-être un moment donné sur les job boards aussi. Tout le monde râle sur son ATS. Mais... Toujours, ça a toujours existé. Donc on a des nouveaux acteurs, on a un marché qui est en pleine évolution. Donc c'est pour ça d'ailleurs depuis quelques semaines, j'ai plus pris la parole parce que je suis en train je passe mes journées à parler avec des recruteurs, donc je me recrée ma connaissance. Comprendre leurs problématiques. Comprendre leurs problématiques, leurs pain points et de me recréer, même si je sais qu'il y en a qui diraient bah non, tu connais toujours aussi bien, mais de me recréer pour moi en fait, ma crédibilité, ma légitimité. Donc c'est passer du temps avec ces gens-là, avec cette famille-là, c'est hyper important pour moi. Ok, bon bah ça c'est vraiment chouette. Le temps tourne, ouais. Laurent. Est-ce qu'on est dans nos 40 minutes Ouais, on est dans nos 40 minutes, mais j'ai encore des questions. Donc on va les dépasser, forcément. Oh, c'est mal. Ne partez pas. Quel message tu souhaiterais faire passer aux recruteurs, aux apprentis recruteurs, aux jeunes ou aux personnes qui veulent se reconvertir dans la fonction recrutement? Tu leur conseilles d'y aller? Tu leur conseilles de venir dans ce métier? Et si oui, en quoi tu les encourages? Alors, c'est intéressant ta question parce que j'entends souvent des recruteurs qui disent ah, c'est un métier qui est fatigant, je me suis fatigué, je me suis... On peut s'en lasser de ce métier-là. Et la difficulté, c'est alors, il y a beaucoup de métiers dont on peut se lasser, mais... moi, les meilleurs recruteurs, c'est ceux qui me parlent de recrutement toujours avec cette petite étincelle dans les yeux. Moi, je connais un là qui fait à lui tout seul 500 000 euros de chiffre d'affaires. Il est indépendant depuis je sais pas, 5, 6, même plus que ça, 6-7 ans. Et chaque fois que tu discutes avec lui, il adore ses candidats, il adore ses clients, il adore son métier. Au-delà des dimensions mécaniques de la transaction, il adore comprendre et voir que quand il va recruter la bonne personne dans la boîte, il va voir la boîte changer, il va voir des transformations parce qu'il suit la boîte sur la durée. Et c'est ces gens-là, moi, que je vois il faut, enfin, tu vois, que le recruteur, il trouve cette étincelle quand il va rentrer dans le métier, quand il va mettre l'épée dans l'entreprise, il va essayer de comprendre profondément pourquoi l'entreprise doit recruter ce profil-là, qu'est-ce que ce profil-là va apporter. Et une fois qu'il l'a recruté, quand il va reparler avec le dirigeant, il va voir l'entreprise changer parce que le directeur marketing qu'il a recruté il y a 6 mois a fait des transformations qui ont amené l'entreprise à... Tu vois, le recruteur doit prendre conscience de l'impact qu'il a dans les clients qui l'accompagnent. Et ça, il arrive à garder cette étincelle de jour 1, genre 10-15 ans plus tard. C'est un métier passion pour toi? C'est un métier où moi je vois ceux qui durent et ceux qui durent pas. Et il y a une différence dans la production, dans la façon de gérer le métier qui est juste gigantesque. Ces gens qui ont l'étincelle, ils vont se former, ils vont aller aux événements, ils vont s'intéresser, alors sauf les introvertis évidemment, mais en tout cas ils vont s'intéresser, ils vont lire tout ce qui s'y passe, ils vont s'intéresser à l'entreprise. Tu vois, moi quand je leur parle, je le vois cette étincelle et ça voilà, ça se remplace pas quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Oula, c'est celle-là. Un sujet que tu aurais aimé aborder. Est-ce que toi, tu es content de ton podcast? Est-ce que ça se passe bien, ton podcast? Non, mais attends, ça c'est quelque chose. C'est moi qui pose des questions. Ah, c'est toi qui... Je te fais... Mais oui, je suis content de mon podcast, ouais. Effectivement. Et petite parenthèse, je peux conseiller à toutes les personnes, et à tous ceux et toutes celles que je rencontre, qui disent, mais est-ce que je ferai un podcast? Est-ce que j'ai le temps de le faire? Est-ce que ça vaut le coup de le faire? D'oser y aller. Alors, il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail au début. Il y a toujours du travail tout au long, d'ailleurs, de la durée du podcast. Faut pas le faire pour le pognon. C'est pas le sujet. Faut le faire pour l'envie. Faut le faire pour les rencontres. Faut le faire pour la compréhension aussi des personnes que l'on va interviewer, etc. Et oui, moi je suis extrêmement content de ce podcast parce que effectivement, je m'éclate, je m'amuse, je rencontre des gens formidables, des gens que je connaissais comme toi, des gens que je connaissais pas comme Virgile par exemple dont j'ai parlé, que je connaissais pas avant de rencontrer. Et ça c'est juste top quoi. Moi c'est marrant parce que pour les auditeurs qui écoutent, c'est que nous le podcast on l'a
construit ensemble Oui. en février 2023 dans Tout à une des fait. salles en haut là, Ouais, chez MV Group, chez MV Group à Rennes, et on était et on n'a jamais fait comme ça. Toute la structuration, c'était, et je vois que tu t'éclates, je vois que tu prends du plaisir, et ce qu'il dit pas, mais moi je vais lui proposer un rendez-vous, on va en parler là. C'est que le podcast fonctionne extrêmement bien, avec des belles écoutes, avec un décollage qui est hyper intéressant. Donc bravo Florent. Et moi je veux te faire une proposition. Alors t'es pas obligé d'accepter parce que c'est en public, Okay. mais ce que je te propose, c'est qu'on inversera les rôles dans quelques mois. C'est moi qui viendrai t'interroger sur Florent, We Feel Good, le podcast ici présent quand je reviendrai à Rennes, parce que j'ai prévu de revenir à Rennes, donc on aura l'occasion d'inverser les rôles. Avec plaisir. Donc ça veut dire que tu vas lancer un podcast ? Pas pour l'instant, mais je vais t'interroger sur ton propre podcast. C'est ma proposition. Ok, avec plaisir. Avec plaisir. Je suis curieux. Donc, non, avec plaisir, en tout cas. Ça, c'est certain. Et pour terminer, est-ce que tu aurais des personnes que tu me conseillerais d'interviewer d'ailleurs dans ce podcast ? Des gens autour du monde RH au sens large, qui peuvent être soit effectivement des partenaires, des prestataires, ou des professionnels des ressources humaines en exercice que tu trouves inspirants. Alors moi, je vais te conseiller une recruteuse qui vraiment, justement, a cette petite étoile qui brille, ses yeux qui brillent, qui s'appelle Marilyn Maigrat. Je crois que tu connais, tu avais déjà échangé, de Unique, oui. Et qui, je pense, pourrait te parler de ce métier-là et ce qu'elle y fait avec deux, trois idées. Donc voilà, Marilyn Maigrat de Unique, H-U-N-I-C. Bah écoute, pourquoi pas. Avec plaisir en tout cas. Merci pour ce nom. Et puis, est-ce que tu aurais, alors pas le tien, est-ce que tu aurais un podcast à nous recommander, quelque chose que tu écoutes, qui n'est pas forcément du tout RH entrepreneur, qui peut être RH entrepreneurial, mais qui peut être totalement d'autres sujets. Est-ce que tu as un podcast t'aimes écouter, avec lequel tu prends plaisir et qui est un petit peu ton podcast de chevet ? Alors j'en écoute un peu moins en ce moment parce que T'es en fond de la mine. Je suis au fond de la mine. Si vous aimez le narratif avec des belles petites histoires, il y a un podcast de Bababam qui s'appelle La Traque, que je trouve extrêmement bien écrit. Okay. Et voilà, c'est des histoires. En fait, c'est Redouane, le gars, le roi de l'évasion là, qui s'est évadé de 3-4 prisons françaises. Bah, ils expliquent toute son histoire. D'accord. Farid Redouane, je crois qu'il s'appelle. Enfin voilà, La Traque, ça s'appelle. C'est sur toutes vos bonnes plateformes préférées. Ok, et si on veut te contacter, qu'est-ce qui marche le plus ? LinkedIn, tout simplement ? LinkedIn, tout simplement. Ça fonctionne bien ? Oh, ça fonctionne très bien. Il faut juste que parfois, j'ai tellement de messages. Alors, dans l'absolu, c'est parfois, il faut que je... Tu sais, maintenant, tu peux mettre une étoile pour que tu fasses remonter tes messages. Et tu peux aussi mettre un petit message, moi c'est ce que je fais quand on m'écrit. Les gens un message automatique. Ah, c'est pas mal ça. Et ça fonctionne super bien. Ça, je conseille. Donc, il faut être premium sur LinkedIn pour pouvoir faire ça. Pour envoyer le message automatique. Oui, tu as raison. Mais ça fonctionne super bien. Donc, ça permet aux personnes de patienter en disant, bah voilà, je vais revenir vers toi, mais pas tout de suite, excuse-moi. Donc, voilà. Merci Florent. Merci Laurent, merci à tout le monde. Et puis, à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcasts ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!